Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment, je continue à accepter d'autres personnes en même temps, mais c'est vraiment génial de vous voir aussi nombreux ce soir. Et ouais, on est déjà 83. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je vais peut-être vous demander de désactiver votre micro pour pas que ça fasse des interférences. Donc là, je vois, normalement, la plupart des gens sont déjà en muet, mais juste au cas où, si vous pouviez désactiver votre micro pour que tout se passe bien et que nos oreilles aillent bien. Alors, déjà, bienvenue, je suis Mélissa de l'Alliance française de Toronto. Et avant de commencer, je tenais à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés à l'Alliance française de Toronto font partie des terres ancestrales des Premières Nations. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe et des Haudenosaunee, des Mississauga de la rivière Crédit et de la nation Métis. Donc, comme je disais, c'est vraiment génial de vous voir aussi nombreux ce soir, surtout que ce soir, c'est notre première conférence de la saison. Hier, on a eu notre soirée de lancement de saison à l'Alliance française de Toronto. Donc, nous recommençons maintenant les événements, que ce soit en ligne ou en personne, dans notre théâtre et dans nos galeries d'art. Et c'est aussi notre première conférence de la saison avec la Société d'histoire de Toronto. Donc, ça fait déjà quelques années que nous avons un cycle de conférences avec la Société d'histoire de Toronto et c'est un cycle que nous sommes vraiment très contents de garder d'année en année. Et encore plus maintenant qu'on a réussi à garder ce cycle, même s'il était en ligne. Et c'est encore plus génial de vous voir aussi nombreux, même en ligne avec nous. Donc voilà pour tout ça. Donc ce soir, je pense que vous êtes tous là pour assister à la conférence de Yves Freinet sur les migrations francophones en Amérique du Nord. Et si vous souhaitez poser des questions, on aura une session de questions-réponses à la fin de la conférence. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat, dans le clavardage sur le côté, et on gardera les questions pour les poser à Yves Freinet à la fin de la conférence. Donc voilà pour ça. Et n'hésitez pas aussi à me tenir au courant dans le clavardage s'il y a le moindre problème technique. Donc maintenant, je vais passer la parole à Isabelle Montagnier de la Société d'histoire de Toronto, qui pourra vous en dire un peu plus sur le conférencier de ce soir. Donc merci beaucoup à vous et bonne conférence. Merci Mélissa. Donc bienvenue à tout le monde qui se joint à nous ce soir pour cette 6e conférence virtuelle de la Société d'histoire de Toronto et en collaboration avec l'Alliance française de Toronto. Je vais dire quelques petites choses sur la Société d'histoire de Toronto tout d'abord. Donc, la Société d'histoire de Toronto a été fondée en 1986, donc il y a plus de 35 ans. Elle s'est donnée pour mandat de raconter l'histoire de la francophonie à Toronto et l'histoire de Toronto en français. La SHT est un organisme à but non lucratif qui dépend des dons et des adhésions pour son financement. Son fonctionnement est assuré par des bénévoles qui organisent chaque année des conférences et des visites guidées en français, appelées History Tour. Malheureusement, cette année, nous avons dû mettre History Tour en veille. En plus, elle contribue au rayonnement de la francophonie en collaborant avec d'autres organismes du patrimoine à Toronto et ailleurs. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Yves Freinet, qui se joint à nous pour nous parler de la francophonie nord-américaine. Le professeur Freinet est titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur l'immigration, les circulations et les communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Originaire de la région de Portneuf, il a fait des études en histoire à l'Université Carleton et à l'Université Laval. Ex-directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française et de l'Institut d'études canadiennes à l'Université d'Ottawa, le professeur Freinet avait auparavant enseigné au Collège universitaire Glendon, à Toronto, et à la Faculté des études supérieures de l'Université York, également à Toronto. Il a été professeur invité à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, à l'École nationale des chartes,
au partenariat de recherche et d'enseignement supérieur Limousin-Poitou-Charentes, à l'Universitat des Saarlandes et à l'Université libre de Bruxelles. Spécialiste de la francophonie nord-américaine et de l'histoire de l'immigration et des groupes ethniques, il a fait paraître 4 livres et quelques 220 chapitres et articles scientifiques. En outre, il a dirigé ou co-dirigé une quinzaine d'ouvrages collectifs et 5 numéros thématiques de revues. Le professeur Frenette a réalisé le site web Francophonie canadienne Identité culturelle, qui a reçu plusieurs prix. Avec les géographes Étienne Rivard et Marc Saint-Hilaire, il a publié l'Atlas historique La francophonie nord-américaine, récipiendaire du prix de l'Assemblée nationale 2013, décerné par l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Il est présentement directeur du projet de partenariat 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord, 1640-1940. Yves Frenette est membre de la Société royale du Canada, de l'Ordre des francophones d'Amérique et de la Société Charlevoix. Donc, bienvenue. Nous avons vraiment hâte de vous entendre parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureux d'être avec vous. Il m'arrive, je ne l'ai pas fait beaucoup dans les derniers 2 ans, mais assez souvent, je donne des conférences à des sociétés d'histoire, à des sociétés de généalogie. Et pour tout vous dire, je préfère beaucoup donner des conférences à des sociétés d'histoire, devant des membres de sociétés d'histoire, que de participer à des colloques universitaires. J'ai une affection toute particulière pour la Société d'histoire de Toronto et je vous remercie de m'avoir invité, Roland et vos collègues de la Société d'histoire et bien sûr l'Alliance française aussi. En 1990, lorsque j'étais jeune professeur à Glendon, la Société d'histoire m'avait invité et j'ai donné une des premières conférences sur le thème qui nous réunit ce soir. Ma conférence s'appelait « Quitter le Québec au 19e siècle, Toronto, Chicago, Lewiston » et je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ici la mémoire de Pierre Fortier, hein, qui, même s'il nous a quittés il y a plusieurs années, il nous manque encore beaucoup. Je vais préfacer ma conférence par 2 remarques. La première remarque, c'est que les migrations ne sont pas anormales. Dans l'histoire de l'humanité, depuis la naissance des êtres humains, peut-être même avant, les migrations sont au cœur de l'histoire de l'humanité et ça, sur tous les continents. Bien sûr, un jeune continent comme l'Amérique du Nord n'échappe pas à cette règle. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on a souvent tendance, particulièrement les francophones, je pense, à nous définir comme étant ancrés en terre d'Amérique. Et absolument, hein, nous sommes ancrés en terre d'Amérique, mais nous sommes aussi des migrants. C'est beaucoup d'entre nous, nos parents, nos grands-parents, et bon, dans mon cas, ça remonte à cette génération, mais dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas très vieux, cette génération, que mes ancêtres sont arrivés de France. Et c'est une erreur, je pense, de nous braquer et de nous considérer comme étant enracinés face à des gens qui arrivent. Parce que nous aussi, nous sommes arrivés. Et même si on est enracinés en terre d'Amérique, on s'est beaucoup déplacé sur le territoire d'Amérique. Nous avons été des migrants et souvent des immigrants. Ma deuxième remarque, c'est justement que les Canadiens français, les Métis, les Acadiens ont été extrêmement mobiles et je vais partager mon écran avec vous pour la conférence, pour le PowerPoint. On va y arriver.
Alors, la conférence, vous le savez, s'intitule « 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord, 1640-1940 ». Ce que je vous propose ce soir, c'est une synthèse des migrations francophones sur le continent nord-américain. Essentiellement le Canada et les États-Unis. Je ne traiterai pas du Mexique, je ne saurais pas le faire. Et le gros même s'il y a eu des migrants francophones, particulièrement français, au Mexique au 19e siècle, le gros des migrations francophones, ça s'est passé aux États-Unis et au Canada. Ce que je vous présente, c'est ce soir, ça repose sur environ 40 ans de recherche sur une exposition une exposition au Musée de l'Amérique française à Québec qui s'appelait « Partir sur la route des francophones ». À laquelle j'avais contribué. L'exposition, malheureusement, a été démontée il y a 1 ou 2 ans. Ça repose aussi sur l'Atlas de 2012 dont on faisait mention tout à l'heure. Je vous mets ici l'URL, l'adresse de cet Atlas, parce que cet Atlas, il est en ligne et il est gratuit à ce site. En fait, les cartes que je vous présente ce soir, elles sont toutes tirées de cet atlas qui remonte à bientôt 10 ans. Je n'aurai pas le temps en 1 heure, même pas en 45-50 minutes. Je vais vous résumer en fait un cours public que j'ai donné au Musée pour les droits de la personne à Winnipeg il y a 4 ans maintenant, je pense. Et vous pouvez, si vous allez voir sur le site de l'Université de Saint-Boniface ou si vous googlez mon nom et vous écrivez « migration », vous allez me trouver. Et en fait, les thèmes que je traite en 5 minutes ou 6 minutes aujourd'hui, ben, dans ce cours-là, je les ai traités en une quinzaine d'heures. Mon approche, elle est qualitative. Je ne vous ennuierai pas avec des chiffres. Mon approche, elle est macroscopique. Hein? C'est une approche macro, c'est-à-dire que je vous donne les grandes tendances. Je trace à gros traits, probablement à trop gros traits, les migrations francophones. Vous savez, en histoire, dans n'importe quel sujet, on peut aussi avoir une approche plus microscopique, s'intéresser à un village, à une famille. On pourrait s'intéresser, je l'ai fait d'ailleurs, à d'autres occasions, à 1 ou 2 familles et les suivre leur parcours en territoire, en Amérique du Nord. Alors, on a besoin, en fait, quand on travaille, je vais en parler à la fin de ma conférence, on a besoin des 2 approches, mais ce soir, ben, il me fallait décider et j'ai décidé de vous donner une approche macroscopique. Le plan, alors mon plan, il est en bon historien, mon plan, il est chronologique, diachronique. D'abord, nous allons parler des premiers foyers de peuplement francophone entre le milieu du 16e siècle et 1763. Deuxième période, l'expansion des aires migratoires, 1763, milieu 19e siècle, et dans certains cas, c'est 1850, dans d'autres, c'est 1860. L'immigration n'est pas un thème qu'on peut couper au couteau en termes de périodisation. La césure du milieu du 19e siècle, l'ère des migrations, ou même des grandes migrations, entre 1860 et 1914, et finalement une période de reconfiguration migratoire entre les 2 guerres. Et en fait, j'ai oublié de mettre un point d'interrogation. Est-ce que c'est une continuation ou est-ce qu'il y a vraiment une reconfiguration importante des migrations francophones à partir de la Première Guerre mondiale? Cette carte-là, qui est tirée de l'Atlas, je le répète, c'est une carte de la présence française en Amérique du Nord vers 1750. Quand on a
quand on a conçu cette carte pour l'Atlas vers 2009-2010, ce qu'on aimait de cette carte-là, c'est que, vous savez, on parle souvent que la France possédait la moitié ou même plus que l'Amérique du Nord. Mais en fait, ici, ce que ça fait, c'est ce qu'on est capable de voir, c'est la densité de la population d'Amérique du Nord. Plus c'est foncé, plus c'est dense. Alors, regardez par exemple dans le sud-ouest du continent la présence espagnole en jaune. On voit les aires qui sont beaucoup plus peuplées et on voit qu'une grande partie du territoire n'est pas peuplée. Regardez les 13 colonies américaines. En rouge, c'est la présence britannique, concentrée sur le bord de l'Atlantique, une population en expansion. Et regardez la présence française en Acadie, ce qui est aujourd'hui le Québec, la vallée du Saint-Laurent, dont on va reparler dans un instant, et à l'extérieur de la vallée du Saint-Laurent, dans les Grands Lacs, oui, c'est un territoire français, mais regardez comme il est faiblement peuplé. Les Français n'occupent presque pas le territoire, ce qui a amené, il y a plusieurs années, le grand historien Marcel Trudel à parler d'un colosse aux pieds d'argile. La Nouvelle-France était un géant, mais qui avait des pieds une base très friable. Nous commençons avec les premiers foyers de peuplement. Hein? La première vague de migration en Amérique du Nord, une migration francophone, c'est le refuge huguenot sur la côte est des États-Unis dès 1562. Hein, les Huguenots qui étaient ici, en 1562, ils étaient en Floride, ils sont allés au Brésil aussi, les protestants français. Cette vague de réfugiés, hein, ce sont des réfugiés religieux, ce sont des réfugiés politiques. En passant, dans toute l'histoire des migrations en Amérique du Nord, il y a eu peu de cas de réfugiés politiques jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les Huguenots étaient des réfugiés politiques. Ils ont quitté la France parce qu'ils se sentaient ou ils étaient persécutés. Beaucoup d'entre eux étaient passés par les États allemands ou par la Hollande ou par l'Angleterre et leur migration s'est concentrée après la révocation de l'édit de Nantes en 1627. Pardon. Les migrations huguenotes, donc, elles se font sur la côte est des États-Unis au sein d'une population britannique qui sera bientôt une population américaine. Les Huguenots s'installent, quelques milliers d'entre eux seulement, s'installent surtout dans l'État de New York, autour d'un endroit qu'ils baptisent New Rochelle, la Nouvelle-Rochelle, parce que plusieurs proviennent de cette région française. On les trouve aussi en Nouvelle-Angleterre, autour de Boston. Un personnage célèbre de l'histoire américaine dont les écoliers américains ont longtemps appris le nom par cœur, Paul Revere, était en fait Paul Rivoire. Et aussi, ils se sont installés en Virginie, en Caroline du Nord et plus particulièrement en Caroline du Sud. Les Huguenots ont fait long feu parce que, comme ils n'étaient pas nombreux, il a été difficile pour eux de se marier entre eux et rapidement, dès la deuxième génération, et comme ils étaient protestants,
il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il se marie avec des femmes yankees, des femmes du sud des États-Unis d'origine britannique. Et l'identité, il y a une mémoire huguenote qui est forte aux États-Unis, mais l'identité huguenote est disparue très rapidement. Deuxième foyer de peuplement, c'est l'Acadie. Hein? Avant la déportation, on parle de l'ancienne Acadie. On parle de la région ici. L'ancienne Acadie, c'est d'abord ce qui un peuplement le long de la baie de Fundy et ailleurs dans les Maritimes, éventuellement à l'île du Cap-Breton et un peu dans le sud actuel du Nouveau-Brunswick. Nous parlons d'un peuplement, nous parlons d'une migration qui s'est faite sur très peu d'années. Entre 1630 et 1650, il y a une trentaine de familles seulement qui viennent s'installer dans ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. Ils viennent beaucoup du Poitou. Ils viennent beaucoup du Poitou. Et parce qu'il y a seulement une trentaine de familles et que ce peuplement se fait dans une période très, très compressée, si on veut, ça explique pourquoi il y a très peu de patronymes acadiens, Leblanc, Thériault, etc. Et il s'installe autour de la capitale de l'Acadie, Port-Royal, et à partir de Port-Royal, je n'ai pas de carte, détaillée à vous montrer. À partir de Port-Royal, ces familles forment des enclaves, forment des villages le long de la baie de Fundy. Et ces noyaux de peuplement acadien sont souvent le fait de familles étendues. Donc, la parenté est très, très importante et il y a beaucoup d'endogamie, c'est-à-dire il y a beaucoup de mariages entre membres de la parenté. On ne parle pas de frères et sœurs, on ne parle pas même la plupart du temps, on ne parle pas de cousins germains non plus, mais de petits cousins. Ces familles, elles vivent elles sont ballottées constamment entre la France et l'Angleterre. L'Acadie va changer de main souvent, jusqu'en 1713, lorsque le traité d'Utrecht fait de l'Acadie péninsulaire, c'est-à-dire l'Acadie de la péninsule de la Nouvelle-Écosse, devient anglaise, vous voyez, c'est en rose. Et par contre, la France garde les îles, l'île Saint-Jean, qui est aujourd'hui l'île du Prince-Édouard, et l'île Royale, qui est aujourd'hui l'île du Cap-Breton, où la France bâtit la forteresse de Louisbourg. Et en fait, la France encourage les Acadiens de la péninsule à se déplacer vers les deux îles. Ces Acadiens, ils sont réticents au début, mais plus la situation devient compliquée avec leurs nouveaux maîtres anglais, plus ils vont vers ces îles. Et bien sûr, cette population d'une trentaine de familles qui, en 1750, est au nombre d'environ 14 000 habitants, 10 000 d'entre eux vont être déportés lors de plusieurs déportations, d'une série de déportations qui commencent en 1750 et dont la plus importante est celle qui a laissé sa marque sur l'identité acadienne et qui est symbolisée par le personnage
imaginaire d'Évangeline, cette déportation de 1855, donc, est très, très importante. Les 3 ou 4 000 qui ne sont pas déportés, c'est parce qu'ils se sont enfuis au Québec ou qu'ils se sont enfuis en forêt, et ils sont déportés dans les 13 colonies américaines. Ils sont déportés en France, où en passant, ils ne sont pas mieux reçus que quand ils sont déportés dans les colonies américaines ou en Angleterre. Certains vont même être déportés, aux îles Falkland et en Guyane. Pour les Acadiens, on y reviendra, c'est une ère d'errance qui commence. Le peuplement de la vallée du Saint-Laurent, qu'on peut qualifié de centre historique du Québec, c'est l'implantation d'une société paysanne. C'est l'implantation de Français, des hommes surtout, dans un premier temps, qui partent, qui sont des engagés, qui sont des serviteurs, qui partent pour une période, qui signent pour une période de 3 ans et qui, la plupart, pensent à retourner, qu'ils vont retourner en France. Et en fait, au moins la moitié d'entre eux repartent. Il y a environ 10 000 Français entre 1608 et 1760, mais surtout dans la période 1660-1700, lorsque le roi Louis XIV prend en main le peuplement de la colonie, environ 10 000 Français s'installent en Nouvelle-France, mais il y en a environ 20 000, au moins 20 000, peut-être plus, qui viennent. Ce qui montre que ces Français, ils sont des migrants, c'est-à-dire qu'ils viennent pour gagner leur vie. Ils ne viennent pas pour fonder un pays. Champlain, peut-être, vient pour fonder un pays. Mais pour le Français, appelons-le le Français moyen du 17e siècle, ces Français viennent pour améliorer leurs conditions. Pour toutes sortes de raisons, il y en a qui vont rester et il y en a qui vont partir. Pour faire pousser cette population, si je peux m'exprimer ainsi, bien, naturellement, il faut avoir des couples et parmi les politiques royales, les politiques de l'État français, bien, il y a la venue des filles du roi qui sont en général des orphelines, parfois fortunées, parfois pas fortunées, qui s'installent, qui, elles, s'établissent à demeure dans la vallée du Saint-Laurent et qui marient des immigrants français. Et encore une fois, dès ce moment, et c'est un thème sur lequel je vais revenir souvent, dès ce moment, la famille et la parenté constituent le moteur par lequel s'effectuent les migrations. La majorité des hommes qui viennent s'installer dans la vallée du Saint-Laurent viennent avec un frère, avec un cousin, avec un oncle. Et quand ils s'adaptent, et la plupart viennent du nord-ouest de la France, la plupart sont probablement des campagnards, mais qui ont vécu dans les grands ports, de la côte atlantique française. C'est de là qu'ils partent pour venir en Nouvelle-France. Et ils forment une société de paysans le long du fleuve Saint-Laurent, en gros, si vous connaissez le Québec, entre Rivière-du-Loup et Montréal. Et ils continuent à pratiquer une économie qui est fondée sur l'unité familiale et sur la solidarité de la parenté. Une fois qu'une première concession
dans un endroit donné, s'est rempli sur le bord du fleuve, on colonise une deuxième concession et éventuellement une troisième concession. Et en général, ce sont des frères, encore une fois, des beaux-frères, des cousins qui s'installent à proximité. C'est ce qu'on appelle une colonisation, un peuplement de proche en proche. Une fois que c'est qu'une aire, qu'un territoire, qu'un espace est rempli, on va un peu plus loin. Même quand il y a des migrations plus lointaines, par exemple, un individu part de la région de Québec et va s'installer dans la région de Montréal. Si un individu seul part, il a intérêt à se marier quand il arrive dans cette nouvelle communauté, ne pas s'intégrer dans un réseau de parenté déjà existant dans son milieu d'accueil signifie presque automatiquement l'échec et bien sûr, l'inverse est vrai. Puis, dans cette société paysanne qui s'établit sur les bords du Saint-Laurent, de cette société paysanne, ben, il y en a qui vont plus loin. Des soldats, des traiteurs ou traitants, des commerçants donc, et des missionnaires qui s'installent dans les pays d'en haut, c'est-à-dire dans tout ce qui est à l'ouest et au nord-ouest de Montréal. C'est un territoire immense, les pays d'en haut. C'est un territoire qui vit pendant 200 ans autour de la traite par et pour la traite des fourrures. En 1760, il y a quelques postes. Il y a des postes qui deviennent plus importants, tels que Détroit, tels que Michilimackinac, aussi au Michigan, qui est un grand lieu d'échange des fourrures avec les Autochtones. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que, bien sûr, le peuplement et les migrations francophones vers l'Amérique du Nord vont avoir un effet néfaste sur les Autochtones. Ce n'est pas le sujet le sujet dont je traite ce soir, mais il faut garder ça en tête. Et finalement, dernier foyer de peuplement, la Louisiane, dont le peuplement se fait beaucoup plus tard, hein, presque un siècle après l'Acadie et la vallée du Saint-Laurent et les pays d'en haut. La Louisiane est fondée, la colonie de la Louisiane est fondée en 1699. C'est une colonie qui a beaucoup de difficultés à prendre pied. C'est une colonie qui développe une identité particulière qu'on ne retrouve pas dans les autres colonies françaises d'Amérique, du continent nord-américain, par certains aspects. La Louisiane ressemble au monde franco-amérindien des pays d'en haut. Je vais y revenir tout à l'heure sur ce monde franco-amérindien. Aujourd'hui, on dirait franco-autochtone. Et le monde franco-africain des Antilles. La Louisiane, elle se situe entre les deux. Les Français introduisent l'esclavage dans les années 1730. En 1763, il n'y a pas encore beaucoup d'esclaves. La population française, d'ailleurs, en général, n'est pas très, très élevée.
mais il a commencé à y avoir un phénomène d'accorder aux esclaves à certains esclaves une manumission, c'est-à-dire les libérer en échange de services rendus, parce que la Louisiane, elle est, voyons, la Louisiane, elle est ici, hein, sur le golfe du Mexique, et elle est entourée de nations autochtones, certaines amies, certaines ennemies, nations ennemies qui sont souvent alliées avec les Anglais, ce qui fait que, à des fins de défendre la colonie, on libère des esclaves s'ils acceptent de protéger la colonie. Ça fait le tour de de la première période. Ça fait le tour très rapidement, le temps file. Entre 1763 et 1860, ce qui correspond au Canada, ou ce qu'on appelle le régime anglais, suite à la conquête de 1760 et au traité de Paris, qui cède tous les territoires à l'est du Mississippi à l'Angleterre, à l'exception des îles Saint-Pierre et Miquelon. Commençons par la Louisiane. La Louisiane, c'est très intéressant parce que la Louisiane, elle va devenir très, très diversifiée. On a d'abord les créoles. Les créoles sont les descendants, ce n'est pas le terme qu'on lui connaît aujourd'hui. Les créoles, ça veut dire être né au pays. C'est un terme qui vient du portugais et qui signifie être né au pays. On peut parler de blé créole, on peut parler de poule créole. Et les habitants, comme dans les Antilles d'ailleurs, on appelle créole les habitants qui sont nés en Louisiane et qui ont eu des enfants et qui sont les descendants de ces premiers Français en Louisiane. On a l'arrivée entre 1765 et 1780 de réfugiés acadiens qui reviennent de France, qui reviennent d'Angleterre, qui reviennent des Antilles, qui reviennent des 13 colonies américaines, surtout de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, et qui s'installent dans les bayous et les prairies de la Louisiane et qui ne se mêlent pas beaucoup aux créoles. Ils sont quelques milliers et surtout, on a 20 000 réfugiés de Saint-Domingue, c'est-à-dire de Haïti, suite au bouleversement politique à Haïti. Dans ces réfugiés, certains sont passés par Cuba, on trouve des maîtres, bien sûr, des Français. On trouve aussi des esclaves, parce qu'ils amènent leurs esclaves avec eux, certains d'entre eux. On trouve aussi des Noirs de couleur libre. Certains sont esclavagistes. Et eux s'installent plutôt près de la Nouvelle-Orléans, le long du fleuve Mississippi, et à la Nouvelle-Orléans comme telle. Et c'est ironique qu'en fait, c'est à ce moment-là que la Nouvelle-Orléans devient un grand centre francophone, même si à cette époque-là, elle est sous domination espagnole et bientôt sous domination américaine. On trouve aussi les immigrants français nés en France, qu'on appelle les Foreign French, des gens de couleur libre, hein, qui sont en général des mulâtres, des esclaves qui sont d'origine africaine et qui sont ou d'origine antillaise, mais qui ont appris le français aux Antilles ou qui l'apprennent, qu'ils l'apprennent s'ils arrivent directement d'Afrique et qu'ils sont sur des plantations françaises, et des marrons, c'est-à-dire des esclaves qui se sont enfuis et qui forment des communautés, souvent avec les Autochtones, aux marges des villages et des villes françaises de Louisiane. Françaises ou plutôt francophones. Dans le cas de l'Acadie, la période 1763-1860, on parle des nouvelles Acadies de l'Atlantique. Les Acadiens quittent la Nouvelle-Angleterre
essaient en fait de rassembler leur famille. Et quand je dis rassembler leur famille, ce n'est pas rassembler papa, maman et les enfants, bien sûr, c'est important, mais c'est de rassembler aussi le clan, de rassembler ces réseaux de parenté qui ont souvent été décimés par la maladie pendant la déportation, pendant le voyage, hein, le voyage sur les bateaux, où il y avait beaucoup d'épidémies, ou qui n'ont pas survécu aux conditions difficiles en France, dans les ports de France, d'Angleterre et dans les villes de la Nouvelle-Angleterre où ils ne sont pas du tout les bienvenus. Un bon nombre vont aller au Québec. Bon nombre vont retourner je retourne à ma carte, bon nombre vont retourner dans les Maritimes. Eux qui vivaient avant la déportation dans la vallée de qu'on appelle aujourd'hui la vallée de l'Annapolis, qui est une vallée, c'est une avec l'Okanagan, probablement la vallée la plus fertile au Canada, ben, ils vont être, comme leurs terres ont été prises par des colons anglo-américains, et ils ne veulent pas être trop près des centres de pouvoir anglais, ben, ils vont s'installer sur des terres de roche, ils vont s'installer le long de en certains endroits de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, et ils vont devenir, eux qui étaient des agriculteurs avant la déportation, vont devenir des pêcheurs. Dans le cas de la vallée du Saint-Laurent connaît entre 1763 et 1860 de grands bouleversements. De grands bouleversements qui vont amener, en fait, beaucoup de déplacements de population, déplacements volontaires de population. D'abord, une grande croissance démographique qui fait que les ressources de la terre ne permettront pas à tout le monde, à tous les enfants, par exemple, d'un cultivateur, de rester sur la terre. Cette croissance démographique, elle est importante. Cette croissance démographique, elle a quand même été exagérée. Et aussi, et plus probablement, en raison d'un développement du capitalisme commercial, notamment le commerce du bois, qui va créer de grands bouleversements. Et la population canadienne, elle va commencer à quitter les bords du Saint-Laurent pour aller vers le nord, pour aller vers le sud, pour aller vers l'est, vers la Gaspésie, et pour déborder outre-frontière dans les États limitrophes de la Nouvelle-Angleterre, au New Hampshire, au Vermont, au New York, pour aller travailler dans les forêts du Michigan, du Wisconsin, pour aussi traverser la frontière de l'Ontario. Si vous connaissez l'Est de l'Ontario, vous savez que les patronymes sont essentiellement les mêmes que dans l'ouest du Québec, dans la région de Valleyfield. Un exemple, c'est le nom Lalonde, par exemple, qu'on trouve on trouve des Lalondes on trouvait et on trouve toujours des Lalondes en grand nombre dans la région de Valleyfield au Québec et de l'autre côté de la frontière. Certains vont aller travailler naturellement dans la vallée de l'Outaouais pour travailler comme bûcherons, pour travailler dans les scieries. Certains vont partir, on sait maintenant, grâce aux travaux d'un jeune historien qui s'appelle Guillaume Tisdale, que certains vont aller dans la région de Windsor-Détroit, vont continuer à aller dans la région de Windsor-Détroit comme leurs ancêtres le faisaient. Et pendant cette période de 1763-1860, c'est la période par excellence de la traite des fourrures, jusqu'en 1830 à peu près, 1840 selon les régions. Deux compagnies, la compagnie de la baie d'Hudson et la compagnie du Nord-Ouest, se font une concurrence féroce. En 1821, ces deux compagnies s'amalgament, mais vont continuer et les voyageurs vont être très, très, très mobiles. Un voyageur peut être au mois d'août. Un voyageur, quand je parle de voyageur, c'est un terme qui désigne
les engagés de la fourrure, les employés des compagnies de fourrure, on peut en trouver, quelqu'un peut être, un voyageur peut être au Manitoba en août, en octobre, on le retrouve en Illinois et en janvier, il est au Nouveau-Mexique. C'est une mobilité qui est phénoménale. Et puisque ces voyageurs sont des hommes, ils s'effectuent des unions avec des femmes autochtones. Il y a un métissage qui s'effectue. Ce métissage, hein, il s'effectue partout. Il s'effectue aussi dans la région des Grands Lacs, y compris à Toronto, y compris dans ce qui est aujourd'hui l'Ontario. Au sud des Grands Lacs, aussi dans ce qui est aujourd'hui les États du Midwest américain. Mais dans ces régions-là, ce sont des établissements, on les appelle des établissements franco-indiens. C'est-à-dire que les villages qui se forment par des voyageurs et par leurs épouses et par leurs enfants qui sont métissés ne donnent pas naissance à un peuple, comme c'est le cas au nord de la frontière, dans la prairie canadienne. La prairie canadienne et américaine aussi, donc ce qui va devenir le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan, les Dakota, une partie du Minnesota et une partie du Montana aussi. Là, on a vraiment, pour des raisons, je pourrais en parler plus tard, mais on a une ethnogénèse, c'est-à-dire on a la naissance d'une nouvelle nation, d'un nouveau peuple, qui sont très conscients d'être différents à la fois des Autochtones, d'où proviennent leurs ancêtres féminins, et des Canadiens français, d'où proviennent leurs ancêtres, leurs pères, leurs grands-pères. Alors que dans le sud, il n'y a pas le sud des Grands Lacs, il n'y a pas cette naissance d'une nouvelle identité. En fait, ceux qu'on appelle des métis, avec un petit M, contrairement aux métis avec un grand M dans la prairie canadienne, n'ont pas conscience de former un groupe différent. Ils se meuvent entre les populations autochtones et les populations canadiennes françaises. Et finalement, certains qu'on oublie souvent, c'est-à-dire les immigrants français de France, des immigrants français qui viennent durant cette période, des exilés. Hein. Il n'en vient pas beaucoup au Canada. Il y a ceux d'entre vous à la Société d'histoire de Toronto, vous savez sûrement, qui a eu une tentative de peuplement par des exilés de la Révolution française. Mais c'est surtout aux États-Unis, dans les grandes villes, la Nouvelle-Orléans, Philadelphie, Boston, New York. À chaque fois qu'il y a un soubresaut ou un tremblement de terre politique en France, que ce soit la Révolution française, que ce soit l'épisode napoléonien, que ce soit la Restauration, que ce soit la Révolution de 1830, la Révolution de 1848, ben, ça amène son lot d'exilés. Il y a des commerçants aussi qui continuent à s'appuyer et à exploiter des réseaux qui existaient avant la conquête de la Nouvelle-France. Il y a des ecclésiastiques, surtout à cette époque aux États-Unis. Hein, les premiers prêtres et les premiers évêques de l'Ouest américain sont presque tous des Français. Et il y a des utopistes de différents types, des fourriéristes, des socialistes qui viennent
qui essaient de bâtir une société nouvelle dans les grands territoires de l'Ouest américain où ils seront isolés du reste de la population. Au milieu du 19e siècle, on assiste à une révolution on assiste à une césure au milieu du 19e siècle. À partir du 19e siècle, entre 1840 et 1930-40, il va vraiment y avoir une grande migration. Il va y avoir une intensification des migrations. C'est dû à la révolution des transports, hein, qui va permettre justement de pouvoir se déplacer. D'abord, la navigation à vapeur, construction de canaux, l'avènement du chemin de fer. Le chemin de fer, quand on lit sur le chemin de fer dans les années 1850-1860, ce qu'en disent les contemporains, c'est l'équivalent aujourd'hui des nouvelles technologies. La poste, très importante, parce que ça veut dire que l'information va pouvoir circuler et quoi qu'on en dise, la poste devient relativement efficace assez rapidement aux États-Unis et au Canada. Donc, on va pouvoir s'écrire. Industrialisation, urbanisation, croissance des villes, croissance des industries qui vont avoir des impacts même dans les campagnes les plus lointaines. Il va y avoir un impact. Les francophones ne sont pas les seuls à se déplacer. Je vous rappelle qu'il y a 38 millions d'Européens qui ont choisi les États-Unis et le Canada aussi, mais surtout les États-Unis, hein, entre 1820 et 1930. Pour beaucoup de francophones qui sont catholiques, l'essor de l'Église catholique va encadrer ces migrants où qu'ils aillent, après une période, dans le cas des États-Unis, après une période de réticence, l'Église catholique va décider qu'elle ne pouvait pas arrêter le flot du Québec et de l'Acadie vers les États-Unis. Donc, elle va encadrer les migrants pour ne pas qu'ils deviennent des âmes perdues. Et la naissance d'institutions à la grandeur du continent, d'institutions catholiques, va devenir un attrait aussi pour des familles qui pensent à partir, parce que le catholicisme fait partie de leur identité, est une composante importante de leur identité, peut-être même plus que la langue française. Et la naissance, dans le cas du Québec, de l'Acadie et du Québec, mais surtout du Québec, de communautés diasporiques où les relations avec le Québec sont très, 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 très fortes et où les élites, dans ces nouveaux lieux, que ce soit en Nouvelle-Angleterre, à Chicago ou ailleurs, ces élites vont être en contact, en correspondance avec les communautés, avec les élites québécoises, avec la population québécoise. Et vous savez, c'est seulement à partir des années 1940, 1950 qu'il n'y a plus dans les journaux québécois. Bien, d'abord, il y a beaucoup moins de journaux, mais qu'il n'y a plus dans les journaux québécois des chroniques sur la vie à Lowell, à Boston, etc. Donc, c'est l'ère des grandes migrations entre 1860 et 1914. Beaucoup de mouvements en Acadie, des mouvements internes, des mouvements de population interprovinciaux aussi, du Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard, de l'île du Prince-Édouard aux îles de la Madeleine, de l'île du Prince-Édouard à Terre-Neuve, de Terre-Neuve à la Côte-Nord du Saint-Laurent. C'est très, très complexe. Ici, je simplifie. Des Acadiens qui vont partir aussi vers les Boston States, c'est-à-dire vers la Nouvelle-Angleterre ou vers l'Amérique. Et même chose au Québec, on part vers les villes. Montréal connaît une grande croissance, mais on part aussi beaucoup plus vers les États-Unis et vers l'Ontario, qui sont vraiment à l'extérieur du Québec, c'est les États-Unis qui ont la première place pour l'immigration québécoise, alors que l'Ontario arrive
en deuxième place. Et aux États-Unis, c'est surtout la Nouvelle-Angleterre. Dans la prairie canadienne, on avait déjà des métis. Il y a des Canadiens français qui vont peupler la prairie canadienne. Voilà des grappes francophones dans la prairie entre 1870 et 1920. En passant ces routes, ce sont les anciennes pistes des charrettes, métisses. Dans la prairie canadienne, on a aussi une diversité qui est presque aussi grande qu'en Louisiane. On a des métis, on a des Canadiens français, et contrairement à l'Acadie et contrairement même au Québec, où on va avoir ce qu'on appelle une colonie, mais c'est une communauté française à Montréal, dans les prairies, c'est les prairies qui, à cette époque-là, vont attirer le plus de Français qui vont être recrutés par le gouvernement canadien, par l'Église catholique, pour développer le fait français dans l'ouest du Canada. Parce que les Canadiens français du Québec ne répondent pas en assez grand nombre. On fait appel à ceux qui sont déjà émigrés aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui viennent s'établir dans l'ouest, mais ce n'est pas assez. Et donc, il y a des Français, des Belges francophones, mais Belges de Wallons, mais Belges aussi, Belges flamands, qui viennent s'installer dans les prairies, malheureusement, et c'est une mosaïque très, très riche, et c'est une mosaïque qui ne se construit pas toujours dans l'harmonie. En Louisiane, la guerre de sécession comme dans le reste des États-Unis, la Louisiane va être dévastée après la guerre de sécession entre 1861 et 1865. Et ça va donner lieu là, à beaucoup de reconfigurations, à beaucoup de migrations, dont et un brassage des populations entre créole, un terme qui change de nom, qui signifie maintenant des populations, des individus d'origine mixte, métissés, mulâtres. Et on continue à avoir de la France vers les États-Unis des travailleurs, des socialistes et des fermiers qui tentent leur chance aux États-Unis. Par exemple, on a beaucoup de travailleurs. On a dans certaines villes de la Pennsylvanie, dans les mines de Pennsylvanie, des mineurs du nord de la France qui viennent s'installer à cette époque-là, qui viennent tenter fortune aux États-Unis. On a toujours des socialistes et on a aussi des fermiers, des cultivateurs et des éleveurs aussi au Nevada, par exemple, des éleveurs qui viennent du Pays basque. Je n'ai pas le temps de parler spécifiquement de la Californie, mais on connaît bien les populations françaises immigrantes en Californie. Et même si je vous parle surtout, je vous trace un portrait macro, il faut quand même parler juste brièvement, seulement brièvement des processus. Je l'ai dit, il y a une ampleur et il y a une intensité nouvelle. Peu importe où vous iriez, sauf peut-être le sud des États-Unis, à l'exception de la Louisiane, vous allez trouver des francophones. Vous allez trouver des hôtels francophones. Vous allez trouver des maisons de pension francophones. Que vous soyez à Chicago, que vous soyez à Chicago, que vous soyez au Klondike ou que vous soyez en Colombie-Britannique. Vous vous promèneriez sur les routes où vous prendriez le train, vous verriez des francophones, des Canadiens français surtout, mais aussi des Français, des Belges, qui vont dans toutes les directions. Ces migrations, elles sont cumulatives. Et là, je donne l'exemple du Québec, c'est-à-dire que la raison pour migrer, elle est avant tout économique. Mais une fois que s'est établie une habitude d'émigrer pour des familles, quand on a vu les grands-parents se déplacer, on sait que ses parents se sont déplacés aussi, la migration, elle devient une stratégie pour survivre et pour améliorer sa condition.
améliorer sa condition, ce qui fait que, donc, ce sont d'abord des causes économiques, mais une fois qu'on a développé une tradition migratoire, en fait, une culture migratoire, on va déménager aussi, même si ça va bien, même si ça va bien financièrement ou économiquement, mais quand un malheur frappe la famille, par exemple la mort de la mère, on place les enfants, le père va travailler dans le bois, bien, comme il y a des parents répartis partout en Amérique du Nord, bien, les enfants ils vont être placés partout. On peut parler de migration de maintien, de migration de rupture. Hein? On peut migrer parce qu'on veut maintenir son statut, ou parfois on est en rupture avec sa famille, c'est plus rare, avec sa famille, avec son village, avec sa culture. Encore une fois, la famille et la parenté, et j'aurais des milliers d'exemples à vous donner, mais je ne le ferai pas. La famille et la parenté sont au centre de cette migration. Il s'établit des réseaux migratoires et la famille et la parenté, elle permet parfois de composer avec des conditions qu'on qualifierait de sordides dans les usines de la Nouvelle-Angleterre ou dans les usines des grandes villes canadiennes comme Montréal. Et dernier point, on écrit beaucoup, même si on ne sait pas beaucoup écrire. Bien sûr, l'alphabétisation fait des progrès énormes au 19e et au début du 20e siècle. Chère mère, écrivez-moi plus souvent. On s'écrit beaucoup. Parfois, on s'écrit au son. Le nombre de lettres qui sont échangées, c'est tout simplement abracadabra. C'est simple. On n'imagine pas comment des gens qui ne sont pas très instruits, pour la plupart, s'écrivent souvent et restent en contact. Finalement, et je m'excuse de dépasser un petit peu le temps, on ne sait pas si la période 1920-1940, elle correspond peut-être à une période de reconfiguration migratoire. Il y a des vieux patterns migratoires qui continuent, mais il semble qu'il y ait quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. On ne sait pas trop. La Première Guerre mondiale donne lieu à de grands bouleversements. La Deuxième Guerre mondiale va le faire aussi. Et là, on peut parler à partir de 1930 d'une autoroute qui est devenue un sentier ou d'autoroutes qui sont devenues des sentiers. Il y a un déclin des migrations continentales qui va recommencer seulement après la guerre avec les snowbirds en Floride, et en Californie et maintenant en Arizona. Une exception, c'est celle de l'Ontario. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Ontario va continuer à attirer des Canadiens français, des Français et des Acadiens parce que l'Ontario connaît une période de prospérité économique, le Québec aussi, le Nouveau-Brunswick moins, mais les salaires sont plus élevés en Ontario qu'au Québec. Montréal, les Québécois, à part de ceux qui vont en Ontario, au lieu d'aller en Nouvelle-Angleterre, vont de plus en plus se déplacer sur le territoire québécois. Montréal, jusqu'à vers les années 30, qui allait chercher ces migrants des campagnes environnantes, maintenant j'ai presque envie de dire, Montréal va ratisser tout le Québec. Les années 30, il y a des déplacements, l'interlude du retour à la terre devant la dépression économique. On encourage les gens, les élites et les hommes politiques encouragent par des discours, mais par des politiques aussi, un retour à la terre qui va être désastreux dans certains cas. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche. J'emprunte ces paroles à Raoul Duguay. Tout est toujours à recommencer. Et c'est la raison pour laquelle, en 2019, j'ai lancé un grand projet de partenariat qui va durer jusqu'en 2026. Et parce que
je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais devant un mur et qu'il fallait que finalement, même après 40 ans, on n'en connaît pas tant que ça sur les migrations canadiennes françaises et belges. Alors, avec Paul-André Linteau et Françoise Lejeune, j'ai travaillé un livre qui est paru en 2017 qui s'appelle Transposer la France, qui porte sur l'immigration, la deuxième grande vague migratoire française au Canada entre 1870 et 1914. Et surtout, ben, j'ai mis sur pied un grand projet de partenariat parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec la numérisation, les données des recensements états-uniens sont numérisées à 100% entre 1850 et 1940 et les recensements canadiens vont l'être très, 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 très bientôt. Et dans ce grand projet, ben, on est une quarantaine de chercheurs de 8 disciplines. On fait de la macro et de la microanalyse. Et on ne regarde pas seulement les processus migratoires, mais on regarde aussi ce que les migrants apportent dans leur bagage, la langue qu'ils apportent avec eux, la langue qui est modifiée, pas seulement au contact, disons, du monde anglais, de la majorité anglophone, mais je pense à l'ouest du Canada ici, entre Français, Belges, Canadiens français et Métis, et aussi les récits auxquels donnent lieu ces migrations. Donc, j'espère avoir encore une longue vie. Merci. Alors, j'ai terminé. Ouais. Alors, merci beaucoup Yves pour cette présentation très intéressante. Je vois qu'on a plusieurs applaudissements qui se mettent sur le côté. Je pense que ça a beaucoup plu. Je pense qu'on a beaucoup appris pendant cette conférence. Donc, merci beaucoup à vous. Ouais. Chantal Deschamps qui nous dit merci, c'était passionnant. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Donc, merci encore. Et on a peut-être le temps pour quelques remarques ou quelques questions qu'on a eues pendant la conférence. Peut-être pas toutes, mais on avait une question au début de Madeleine qui nous demandait pourquoi les Acadiens ont-ils été déportés? Quel était l'enjeu? L'enjeu, c'était que les Anglais, l'Angleterre a conquis définitivement l'Acadie en 1713. Donc, l'Angleterre possédait une colonie, mais qui était peuplée par des catholiques. Et les Acadiens qui avaient été habitués à passer d'un régime à l'autre, du régime français au régime anglais et vice-versa, parce que l'Acadie a été souvent ballottée au gré des traités, voulaient rester neutres, c'est-à-dire ne voulaient pas prendre les armes contre la France. Et ils refusaient pour ça de prêter un serment de loyauté, un serment d'allégeance à l'Angleterre qui les aurait obligés à prendre les armes. Et ça a marché jusqu'en 1749-1750. Et comme il y avait cette tradition où des délégués des villages acadiens allaient rencontrer le gouverneur, et en général, ça marchait, ils se sont fait prendre en 1750 parce qu'ils n'avaient pas réalisé que l'Angleterre avait décidé de coloniser, pour eux, c'était Nova Scotia, ce n'était pas l'Acadie, la Nouvelle-Écosse. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été déportés. Cette déportation de 1750, surtout celle de 1755, elle devait se faire dans l'ordre. On voulait profiter du fait,
mais ça s'est fait hâtivement parce qu'on voulait profiter du fait qu'il y avait des soldats qui venaient de la Nouvelle-Angleterre, des colonies américaines qui étaient en Nouvelle-Écosse et qui pourraient faciliter la déportation, mais finalement, ça n'a pas bien été. Ça ne s'est pas fait dans l'ordre du tout. Il y a des familles et des réseaux familiaux qui ont été dispersés. Alors, c'est vraiment des raisons stratégiques qui ont emmené l'Angleterre et les autorités anglaises de la Nouvelle-Écosse à déporter les Acadiens. D'accord. Réponse très complète et très intéressante, encore une fois. On a une autre question. Quel commerce emmenait les voyageurs au Nouveau-Mexique? Quelle voie navigable empruntaient-ils? Mississippi, portage de Thunder Bay ou de Chicago? Ça dépend d'où ils venaient. Au Nouveau-Mexique, écoutez, les commerçants canadiens-français ont commencé à y aller dès le régime français, dès le 18e siècle, alors que le Nouveau-Mexique était sous domination et c'était une colonie espagnole. À partir de l'indépendance du Mexique, en 1821, le Mexique voulait peupler ses territoires les plus au nord, ce qui correspond aujourd'hui au Nouveau-Mexique. Et les commerçants canadiens français, ce n'était pas tellement pour la fourrure au Nouveau-Mexique. Ils apportaient des marchandises sur la piste de Santa Fe. Ils apportaient des marchandises du centre des États-Unis. Et ils commerçaient aussi. Ils ont ouvert une piste pour commercer avec la Californie. Oui, il y avait des peaux d'animaux, mais je dirais il y avait de l'alcool. Je dirais que c'était un commerce qui est très, très varié. Et il y a un cas célèbre, il y a le cas du jeune François-Xavier Aubry qui venait pas très loin de Masquinongé, je pense, pas très loin de Trois-Rivières, qui, avec ses frères, lui a exploré, a trouvé des nouvelles façons de voyager sur la piste de Santa Fe et de Santa Fe jusqu'en Californie de façon beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, il y a une route dans les montagnes en Californie qui s'appelle Aubry's Pass. Il est mort, il est mort dans une rixe, une chicane de taverne. Il s'est fait poignarder et on le connaît assez bien parce qu'il a laissé des traces, disons, il a laissé beaucoup de traces et parmi les traces, il y a une correspondance avec sa mère. La dernière lettre, ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est un de ses amis pour dire « Madame, je dois vous dire que c'est très triste que votre fils a été assassiné. » Tragique. On a aussi une question de Hélène. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question. Donc, on a une question d'Hélène qui me dit « Sur la carte de densité de population, j'ai vu un centre assez dense au centre de l'Amérique du Nord, appelé Kaskasika. » Oui, Pouvez-vous en parler un peu? Oui, c'est ce qui est aujourd'hui l'Illinois sur la rive est. Kaskaskia est sur la rive est, donc nous sommes au sud de Chicago. C'est un territoire qui a été peuplé par la France, par des Français et des Canadiens aussi, hein, c'est-à-dire des descendants de Français, mais qui venaient du Canada, et qui étaient, en fait, de façon administrative, ça appartenait à la Louisiane. C'était géré avec la Louisiane. Il y avait la Basse-Louisiane, la Nouvelle-Orléans, et la Haute-Louisiane. On est dans la vallée du Mississippi. Ce sont des villages, c'était des villages, il y avait 6 villages. C'était des villages très prospères où on faisait surtout la culture. Hein. C'était
des cultivateurs, où il y avait de l'esclavage, pas autant qu'en Basse-Louisiane, pas autant qu'en Nouvelle-Orléans. Et c'était, si on veut, une population, c'était à mi-chemin entre la Louisiane et le Canada. Donc, c'était sur la route des voyageurs qui descendaient le Mississippi. D'accord. Je pense que ça répond à ça. On a plus d'informations. Alors, je pense que on est bon. Il y a encore beaucoup de remerciements dans le clavardage de personnes qui ont dû partir il y a quelques minutes, mais qui tiennent à vous remercier. Et voilà. Donc, merci encore, Yves. J'en profite pour mettre dans le clavardage maintenant, voilà, le lien pour s'inscrire à nos prochains événements à l'Alliance française de Toronto, dont les prochaines conférences avec la Société d'histoire de Toronto. Mais on offre aussi des expositions, des concerts, que ce soit en ligne ou dans notre théâtre à Toronto, notre théâtre Spadina. Donc, n'hésitez pas à regarder et à vous inscrire aux prochaines conférences avec la SHT et aux autres événements qui peuvent vous intéresser. Et aussi, je précise qu'on enverra l'enregistrement de cette conférence dans les prochains jours à vous tous et toutes les personnes qui se sont inscrites. Et je pense qu'on peut encore une fois vous remercier, Yves. Hélène nous dit merci, fascinant. Il y aurait tellement d'autres questions, mais ça ouvre tellement d'horizons de recherche. Merci, un grand merci. Merci beaucoup. Donc, merci à vous tous de nous avoir rejoints ce soir. Et je ne sais pas, est-ce que Isabelle, vous vouliez rajouter quelques mots? Ah, on ne vous entend pas. Oui, je me joins à vous pour remercier Monsieur Frenette. C'était très intéressant. J'ai jeté un petit coup d'œil à la page de l'Atlas historique sur la francophonie nord-américaine et c'est magnifique. Je vous encourage à regarder ça. Il y a, je crois, plus de 300 pages d'informations vraiment fascinantes sur la francophonie. Donc, vous pouvez continuer vos recherches ou vos lectures avec cet ouvrage. Et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne soirée. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous tous. On enverra le lien de l'Atlas dans le mail avec l'enregistrement. Et merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.